et qui appartient à une autre grande équipe de l'infectiologie parisienne, la Pitié-Salpêtrière. Romain, tu as la parole. Merci beaucoup, merci de me donner l'opportunité de parler de ce travail que j'ai réalisé avec le groupe de travail cancer-VIH dont je vais vous reparler. Donc c'est un travail qui concerne les maladies de Kaposi qui surviennent chez des patients infectés par le VIH virologiquement contrôlés. Alors en introduction, quelques mots sur la maladie de Kaposi. C'est une maladie qui est viro-induite, qui est due à un virus qui s'appelle HHV8, qui appartient à la famille des herpès viridae. L'immense majorité des primo-infections HHV8 est asymptomatique, mais c'est un virus qui a la particularité de pouvoir persister dans l'organisme et de se réactiver, surtout chez l'immunodéprimé. Sur le plan histologique, la maladie de Kaposi, c'est une prolifération tumorale de cellules fusiformes qui sont associées à l'HHV8, et ce sont des tumeurs qui ont la particularité d'être très vascularisées. Cliniquement, la manifestation la plus fréquente, c'est une manifestation cutanée, avec des macules, des papules qui sont violacées, souvent infiltrées, parfois nodulaires. On a souvent des lymphœdèmes au niveau des membres inférieurs surtout. Et à ces atteintes cutanées peuvent s'associer des atteintes muqueuses, viscérales, au niveau de l'estomac, au niveau des bronches, au niveau ganglionnaire, et des atteintes osseuses sont également rapportées. La maladie de Kaposi, c'est une maladie qui intéresse surtout les gens immunodéprimés et donc les gens infectés par le VIH. Et cette épidémiologie, elle s'est considérablement modifiée depuis la mise à disposition d'antirétroviraux efficaces. Sur la courbe de gauche, c'est la courbe du milieu, on voit que l'incidence depuis 1996, qui est la date où sont disponibles des combinaisons antirétrovirales efficaces, on a une diminution très nette de l'incidence du Kaposi. L'échelle ici est logarithmique. Ce qu'on sait également, c'est que malgré un contrôle immunovirologique satisfaisant, sous traitement antirétroviral, c'est-à-dire avec une charge virale indétectable des CD4 supérieure à 500, le risque relatif de faire une maladie de Kaposi pour des gens infectés par le VIH reste, malgré un bon contrôle immunovirologique, d'à peu près 35 fois supérieur à ce qu'on observe en population générale. C'est ça qui explique qu'on observe des maladies de Kaposi incidentes chez des patients infectés par le VIH qui sont contrôlés sur le plan immunovirologique. Et c'est à cette population qu'on a voulu s'intéresser dans ce travail. Pour ça, on est parti des données de la RCP OncoVIH. Donc la RCP OncoVIH, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui associe des infectiologues, des oncologues, des hématologues, des virologues, des immunologistes. Elle est nationale. Elle a lieu tous les 15 jours. Elle est centralisée à la Pitié-Salpêtrière. Elle a été créée en mai 2014 et jusqu'en décembre 2017, 530 dossiers ont été présentés, ce qui correspond à 427 patients issus de 90 centres différents. Je vous ai mis ici ce qu'on peut appeler le hit parade des cancers présentés en RCP. Donc le premier cancer, c'est le cancer pulmonaire. Et vous voyez que la deuxième pathologie qui arrive juste après, c'est la maladie de Kaposi, juste avant le lymphome non-Hodgkinien. C'est à partir de ces cas de maladie de Kaposi qu'on a voulu étudier ceux qui survenaient chez des patients virologiquement contrôlés. Notre objectif, c'était donc de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques des patients infectés par le VIH, virologiquement contrôlés, qui présentaient une maladie de Kaposi. Sur le plan méthodologique, on a réalisé une étude observationnelle à partir des données de la RCP Oncovi entre mai 2014 et novembre 2017, en sélectionnant des patients qui étaient sous traitement antirétroviral depuis au moins un an, avec une charge virale inférieure à 50 copies au moment du diagnostic de Kaposi. On a recueilli des données qui concernent le patient, la maladie de Kaposi, et on est retourné vers les centres et vers les cliniciens qui nous avaient présenté ces patients pour d'une part obtenir des informations supplémentaires quand on avait des données manquantes, et d'autre part savoir ce qu'étaient devenus les patients qui avaient été présentés en RCP. On avait donc 72 cas de maladie de Kaposi, et parmi ces 72 patients, 21 répondaient aux critères d'inclusion, avec un traitement antirétroviral depuis plus d'un an et une charge virale indétectable au diagnostic de Kaposi. Ça, c'était les patients virologiquement contrôlés qui étaient issus de 13 centres. On avait 39 patients qui ne correspondaient pas aux critères d'inclusion, et ce sont donc les patients non virologiquement contrôlés. Il y avait 12 patients pour lesquels les données n'étaient pas suffisantes pour les caractériser dans un groupe ou dans l'autre groupe. Je vais dire un mot des 39 patients sur lesquels je ne reviendrai pas après puisque ce n'est pas l'objet de cette présentation. Les patients non virologiquement contrôlés avaient 44 ans d'âge médian, avaient un diagnostic d'infection par le VIH qui avait été posé 4 ans auparavant, un ADIR CD4 à 93,
des CD4 au moment du diagnostic à 170. 2/3 de ces patients avaient une maladie de Kaposi qui était concomitante de leur découverte d'infection par le VIH, et 1/3 des patients faisaient une maladie de Kaposi à l'occasion d'une rupture de traitement antirétroviral. En ce qui concerne les patients virologiquement contrôlés, 81% des patients étaient des hommes, c'est ce qu'on retrouve classiquement comme sexe ratio dans la maladie de Kaposi. 43% des patients étaient originaires de France métropolitaine, 48% d'Afrique et 5% des dom-tom. Ils avaient 54 ans d'âge médian. Le diagnostic d'infection par le VIH avait été posé 14 ans auparavant. Leur durée de suppression virologique était en médiane de 36 mois, donc de 3 ans. Leur nadir CD4 était à 196 par millimètre cube. Ils avaient, au moment du diagnostic de maladie de Kaposi, un traitement antirétroviral qui associait 2 analogues nucléosidiques à un analogue non nucléosidique dans 32% des cas, un inhibiteur de protéase boosté dans 21% des cas et un anti-intégrase dans 47% des cas. Les CD4 au moment du diagnostic de Kaposi étaient en médiane à 449 par millimètre cube et leur ratio CD4-CD8 à 0,58. Si on s'intéresse un tout petit peu plus à ce qui se passe en termes de répartition CD4 au moment du diagnostic, on se rend compte que la moitié des patients avaient des CD4 supérieurs à 500, 1/3 des patients avaient des CD4 entre 200 et 500, et 20% des patients seulement avaient des CD4 inférieurs à 200. Donc on voit que le paysage n'est pas du tout le même que celui qu'on observe chez les patients qui sont réplicants pour le VIH. En ce qui concerne le stade de la maladie de Kaposi, 40% des maladies de Kaposi présentées en RCP l'étaient au moment où les cliniciens ont posé le diagnostic de maladie de Kaposi. Mais on se rend compte que 60% des maladies de Kaposi présentées l'étaient du fait d'une rechute ou d'une progression en dépit d'un traitement qui avait déjà été initié. En ce qui concerne les localisations, tous les cas présentés présentaient une maladie avec une expression cutanée, 27% une atteinte ganglionnaire, 18% une atteinte osseuse, 18% une atteinte bronchique, 14% une atteinte digestive et 5% une atteinte muqueuse. En ce qui concerne les traitements antérieurs des patients qui présentaient une rechute ou une progression, les 2/3 avaient reçu déjà un traitement par anthracycline, 27% un traitement par taxane, 4 patients n'avaient reçu aucun traitement et 2 patients avaient reçu un traitement autre, ici la bléomycine et l'interféron alpha. En RCP, pour ces 21 patients virologiquement contrôlés, on a proposé pour la prise en charge de la maladie de Kaposi 14 initiations de traitement, 7 par anthracycline, 4 par taxane, 3 avec une autre alternative, bléomycine, étoposide et lénaludomide, et une prise en charge par radiothérapie localisée. On a décidé de maintenir le traitement qui avait déjà été entrepris chez 3 patients, de surveiller cliniquement et donc de s'abstenir sur le plan thérapeutique chez 2 patients, et on a demandé des examens supplémentaires chez 2 patients pour pouvoir statuer. Concernant le traitement antirétroviral, on a décidé de maintenir le traitement chez 17 patients et de le modifier chez 4 patients, 3 pour des raisons d'interaction médicamenteuse et 1 pour une raison de résistance au traitement qui avait déjà été entrepris. Le retour vers les centres nous a permis d'avoir accès aux informations concernant 16 patients parmi ces 21 et ça nous a permis de savoir que dans 87 et 88% des cas respectivement, les recommandations qu'on avait émises en RCP ont été suivies par les cliniciens des centres associés. Ce retour au dossier nous a également permis de savoir que les 16 patients pour lesquels on a réussi à avoir des informations étaient toujours vivants et on a réussi à évaluer l'évolution de leur maladie de Kaposi au moment de l'analyse, c'est-à-dire fin 2017. 6 patients avaient régressé pour le Kaposi, 6 patients étaient stables pour le Kaposi et 4 patients progressaient toujours malgré la thérapeutique entreprise. En conclusion, on a donc mis en évidence une série de cas de maladie de Kaposi chez des patients infectés par le VIH, virologiquement contrôlés. On a vu que leur situation immunovirologique est particulière. Ce sont des patients qui avaient en médiane 14 ans de traitement antirétroviraux derrière eux, 3 ans de suppression virologique et des CD4 aux alentours de 450. Ces patients posent des problèmes thérapeutiques. On a vu qu'une majorité des patients étaient présentés du fait d'une rechute ou d'une progression sous traitement. On a vu qu'une majorité des patients avaient déjà reçu une chimiothérapie de première ligne pour leur maladie de Kaposi et on a vu que plus d'un tiers des patients restaient en progression malgré les conseils thérapeutiques donnés en RCP. Se pose la question et le problème de la toxicité des chimiothérapies classiques qui, cumulées, peuvent parfois mener à des impasses thérapeutiques et donc poser des problèmes pour les cliniciens. Bien sûr, ce travail présente des limites. C'est une cohorte qui est rétrospective avec de nombreuses données manquantes. L'échantillon qu'on présente est un échantillon avec peu de patients.
il y a des biais de sélection, on est dans le cadre d'une RCP très spécialisée et donc on peut imaginer que les cas qu'on nous présente sont probablement les cas qui posent le plus de problèmes thérapeutiques, mais il ne s'agissait pas ici de faire un calcul par exemple d'incidence, c'est bien de mettre en évidence un problème qui se pose et d'essayer d'esquisser des pistes de réflexion. Et donc en perspective, on aimerait constituer une cohorte prospective à partir des données de la RCP Oncovie qui permet de colliger en temps réel les données à partir de ces patients et d'impliquer tous les cliniciens des centres associés pour travailler d'une part sur la physiopathologie de la maladie de Kaposi en contexte de bon contrôle virologique et d'autre part de proposer des projets d'évaluation d'alternatives thérapeutiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je voudrais remercier les membres du groupe de travail Cancervie qui est présidé par Isabelle Poiseau-Martin et Jean-Philippe Spano, Marianne Véry qui est la chef de projet qui a beaucoup travaillé sur ces données et tous les cliniciens des centres associés qui nous ont donné du temps et qui ont accepté de retourner au dossier pour pouvoir nous permettre de compléter ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour cet exposé également passionnant. On a le temps de 5 minutes de questions. Merci Romain. En tout cas, pour nous, c'est un peu une surprise parce qu'on se disait que pour un patient virologiquement contrôlé, on ne s'attend pas vraiment à l'apparition de la pathologie de Kaposi. Maintenant, est-ce qu'il y a une explication? Quelle explication donnez-vous chez des patients virologiquement contrôlés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le développement de cette pathologie de Kaposi, selon vous? Merci. Alors, l'explication physiopathologique, non, je ne l'ai pas. Ce qu'on remarque, c'est ce que je suis pas revenu dessus par manque de temps, mais ça, c'est le ratio CD4, CD8 chez ces patients est bas. On sait que ça, chez des patients qui sont sous traitement antirétroviral depuis 14 ans avec au moins 3 ans de suppression virologique, ou 3 ans de suppression virologique en médiane, c'est assez étonnant d'avoir un ratio aussi bas. Et probablement, il y a un rôle de l'hyperactivation CD8, en tout cas, c'est une des pistes qu'on peut esquisser. L'autre piste qu'on peut esquisser, c'est qu'on sait qu'il y a une altération des fonctions immunitaires T-CD8 spécifiques dirigées contre HHV8 chez les patients infectés par le VIH. Je ne sais pas si c'est plus vrai chez ces patients-là que chez les autres. Ça, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est quelque chose qu'on pourrait étudier et qui est très intéressant. Donc ce sont des pistes, mais je n'ai pas d'explication formelle à donner. Ouais. Si je peux juste me permettre, il y a très longtemps, avant même qu'il y ait les antirétroviraux, le Kaposi, ça a toujours été une maladie opportuniste bizarroïde. Et déjà avant ça, on savait qu'il y avait des Kaposi qui survenaient à 800 ou 900 T4 chez des patients non contrôlés sur le plan VIH, qui avaient des charges virales VIH positives. Et dans l'immunopathe du Kaposi, il n'y a probablement pas que la composante T4 et TH1 qui est impliquée. Et il y a notamment les cellules de l'immunité innée, les cellules dendritiques, qui sont parfois altérées, ça ne corrèle pas toujours chez tous les patients VIH. C'est elles qui produisent l'interféron alpha en réponse aux stimulations virales. Et on sait au tout début des Kaposi, quand on n'avait pas encore les antirétroviraux efficaces et les chimiothérapies, que parfois il y avait des patients qui répondaient très bien à des cures d'interféron alpha à l'époque où c'était même pas le PEG interféron. Au tout début du VIH dans les années 90. Donc probablement qu'il n'y a pas que la reconstitution de T4, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un composant de patients qui, malgré une bonne réponse T4, un contrôle de la maladie VIH, continuent de développer du Kaposi et ne répondent pas bien à la restauration immunitaire T4. Et nous, on ne l'a jamais fait parce qu'on a un peu la trouille de l'interféron alpha. Il y a des effets ça a été republié très récemment dans ouais. CID. Il y a un papier sur 10 patients. Là. On se pose la question de refaire un peu de PEG chez des patients qui ne contrôlent pas leur Kaposi malgré des T4 élevés. Mais du coup, il faudrait reprendre en prospective ces patients et investiguer les sécrétions d'interféron alpha et les cellules dendritiques plasmacytoïdes sécrétrices d'interféron alpha pour voir si elles sont dissociées et s'il y a une discordance entre le taux de T4. C'est peut-être une piste parmi d'autres, mais le Kaposi, c'est une maladie très très bizarre. Merci beaucoup pour ce point